Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour notre Midday, ici, en direct du Salon Space à Rennes. Et vous allez le voir, il y aura de nombreux invités. Bonjour, je m'appelle Corinne Van Wert, je suis responsable en stratégie territoriale chez la société Edoe. Bonjour, Mathieu Tournier, je suis responsable du développement commercial à la FNSEA en charge des partenariats. Bonjour, je suis Laurent Payat, maraîcher dans le sud de la France, mais j'ai en charge les dossiers de la formation de l'emploi à la FNSEA et quelques structures en plus. Alors, une première question, peut-être Mathieu, si tu veux bien nous expliquer justement le partenariat que vous avez avec Farming Simulator, avec la Coupe. Oui, merci Jean-Paul. Cette année, pour la deuxième édition, nous organisons la Coupe de France Farming Simulator de l'enseignement agricole. C'est un dispositif qui est réservé à tous les élèves de l'enseignement agricole, du CAP à l'école d'ingénieurs, d'écoles publiques, d'écoles privées, en partenariat avec l'ensemble des organisations professionnelles qui gèrent l'enseignement agricole en France. Et cette compétition vise à motiver des jeunes par équipe de 3 pour participer et jouer à ce fameux jeu Farming Simulator, qui est un jeu vidéo. J'en suis pas le spécialiste, je suis pas sûr que je sois dans le cœur de cible, qui est très largement pratiqué par les jeunes de l'enseignement agricole, mais pas que, et qui consiste à la gestion et à la conduite d'une exploitation agricole. Il est aussi un support pédagogique, c'est pour ça qu'on a reçu sans aucune difficulté l'accompagnement de l'enseignement agricole, parce que beaucoup de professeurs utilisent ce support à des fins pédagogiques. Concrètement, de quoi s'agit-il ? La capacité pour tous les jeunes volontaires, et donc évidemment, je les invite à se connecter sur le site Farming Simulator Coupe de France de l'enseignement agricole, pour participer à une sélection en ligne qui a débuté ce 1er septembre, qui court jusqu'au 20 octobre. Et donc tous les jeunes qui participent peuvent se sélectionner pour une phase finale qui sera le 8 novembre au Pôle de l'Anneau. Le Pôle de l'Anneau, c'est le berceau de la race limousine. C'est en plein cœur du Limousin, du côté de Limoges. Et là, nous aurons le privilège d'accueillir les meilleures équipes qui se seront préalablement sélectionnées en ligne et sur ce salon Space et sur le salon Sommet de l'élevage où on a 2 belles animations. Et nous allons accueillir ces jeunes à qui nous payons le voyage, le déplacement et je l'espère qu'ils repartiront avec plein de cadeaux. Espérons-le. Laurent, clairement pour vous, ça a été un levier intéressant. C'est pour ça que vous êtes associé, que vous êtes partenaire. Oui, parce que je suis président de l'Association nationale de l'emploi et de la formation. On doit renouveler aussi bien les salariés que les employeurs et nous sommes paritaires. Donc il n'y avait pas le choix, il fallait qu'on aille vers ces jeunes avec lesquels on a parfois une petite fracture. On a notre vision de l'agriculture, eux en ont une nouvelle. Ils sont en train de la construire en étant dans les lycées, les collèges de l'agriculture et bientôt au bachelor parce qu'on vient de créer le bachelor en agriculture. Et donc c'était leur donner envie par le game de venir vers nos métiers et de nous rencontrer parce qu'il ne faut pas oublier que certes il y a la compétition mais nous les professionnels en poste aujourd'hui et les salariés on est présents à la grande finale, on est présents au Space, on est présents au Sommet de l'élevage et on va leur donner, on va partager avec eux notre plaisir d'être agriculteur, d'être salarié agricole. Et puis on a oublié de le dire, on reçoit le Farming Simulator complètement de façon ludique au Salon international de l'agriculture le dernier samedi où on a comme ça tout le monde peut s'amuser à jouer. Plusieurs centaines de jeunes qui viennent participer, c'est un super moment. Et toi Laurent, tu es un pro de Farming Simulator ? Moi je suis un grand professionnel de Farming Simulator, j'ai réussi à mettre ma première botte de paille sur la charrette cette année. Eux ils en mettent 10 en 30 secondes mais autrement ça va. Bon, c'est un début. Corinne, pourquoi vous avez été partenaire vous chez Noé ? Alors d'abord parce que l'agrivoltaïsme est une activité agricole et en ce sens on ne pouvait pas ne pas se sentir concerné par la problématique du renouvellement des générations. Et puis, forte effectivement de mes expériences passées, je sais en tout cas l'intérêt ou en tout cas la nécessité de pouvoir aussi agir en amont, en tout cas sur le renouvellement dans le cadre de la promotion des métiers. Et c'est vrai que, alors
je suis peut-être pas dans la tranche d'âge, mais moi je suis assez fan en tout cas du gaming et j'ai trouvé en tout cas au travers cet outil Farming Simulator, en tout cas un nouvel outil qui permettait en tout cas d'attirer les jeunes avec une vision plus moderne, plus technique, parce que quand on rentre dans ce jeu, on se rend compte de la technicité. Et puis, au travers de tout ça, se dire aussi que agriculteur, c'est un métier qui est un acteur majeur de l'environnement. Comment vous allez accompagner justement au travers de ce partenariat cette Coupe de France ? Alors d'abord nous serons présents à chaque étape et surtout à la finale. J'ai bien noté, bien sûr, le 8 novembre où nous serons présents avec un atelier également pédagogique bien sûr, et puis de pouvoir aussi communiquer sur les apports de l'agrivoltaïsme, en tout cas dans la réflexion de leur métier de demain. Et Laurent, c'est l'occasion d'aller chercher, on va dire assez simplement aussi, des jeunes qui ne sont pas du milieu agricole. Ah mais complètement, parce que aujourd'hui, on a à peu près 50% des jeunes qui rentrent dans les lycées et l'enseignement agricole de manière générale, qui sont non issus du milieu agricole. Les fameux NIMA, on peut l'entendre comme ça de temps en temps. Et l'idée, c'est vraiment de leur faire toucher du doigt le métier, alors de façon ludique et qui correspondent un peu à leurs attentes, mais pas que, parce que derrière, il y a l'hygrométrie dans le jeu qui rentre en ligne de compte, le choix du matériel, comment on va atteler, quelle stratégie on va mettre en place pour rentrer une culture, la mener à bien. C'est très très bien fait. Et donc, c'est utilisé en outil pédagogique. J'ai la chance de participer au Conseil national de l'enseignement agricole. Et c'est vrai, quand j'en parle avec Madame le ministre, c'est vraiment quelque chose qui... Elle me dit, mais on n'y aurait pas pensé. Et nous, à la FNSEA, quand on a eu cette opportunité, parce que je suis aussi à la FNSEA, on s'est dit, waouh, il faut y aller, banco, c'est un moyen d'aller vers eux, mais très simplement, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour leur vendre du rêve, on n'est pas là pour leur vendre un métier difficile non plus, on est là pour parler, discuter, échanger, et peut-être se comprendre un peu mieux. Bon. Mathieu, juste pour finir, je te donne la parole. Donc rendez-vous quand ? Finale 8 novembre, et depuis ce 1er septembre, en ligne. Tous les jeunes sont invités à jouer en ligne, un dispositif de gaming, sur le site Coupe de France Farming Simulator de l'enseignement agricole, sélection tous les jours H24, et sur le space, tous les jeunes, et ils sont nombreux dans le hall d'à côté à venir participer directement sur le space, et un prochain rendez-vous physique au sommet de l'élevage, où on accueillera aussi toute une flopée de jeunes de délégations de lycée agricole. Sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand, le 7, le 8, le 9, le 10 octobre. Exactement. Prochain. Bon, on va falloir s'y mettre un peu à Farming Simulator. Merci à vous d'être venu ici sur le plateau TV Agri. Je m'appelle Jean-Marie Serroni, je suis agroéconomiste indépendant et responsable de la section économie de l'Académie d'agriculture de France. Jean-Marie, je te connais bien, je compte sur toi, pas de langue de bois. On va fonctionner sous la forme d'une interview avec 3 mots-clés. Premier mot-clé, pétition anti-loi du plomb, catastrophe ou pas ? Alors, je pense que ça a des conséquences catastrophiques sur certains plans, au sens où ça accentue la défiance, donc l'absence de confiance entre l'agriculture et les citoyens. Et d'autre part, ça démontre quelque part le naufrage de la politique. J'ai personnellement un profond respect pour Laurent Duplomb, même si je ne partage pas tout ce qu'il propose. J'ai un profond respect parce qu'il a fait un rapport parlementaire il y a quelques années et contrairement à beaucoup d'autres, il n'a pas enterré ce rapport. Il a mené des actions pour qu'il y ait et ce n'est pas sa première proposition de loi, qu'il y ait des propositions de loi pour que ce qu'il propose rentre en action. Et ça, je trouve ça profondément respectable. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il mélange simplification et allègement des normes. L'allègement des normes, c'est très discutable. La simplification, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas forcément une réunion publique pour monter une porcherie, ça, c'est assez facilement acceptable. Le fait de réduire les normes, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, c'est le naufrage de la politique, parce que qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ? Une espèce de tour de passe-passe assez incompréhensible, légal, qui fait qu'il n'y a pas eu de débat. Et ce débat surréaliste
sur la pétition contre la loi Duplon, qui en fait pour beaucoup de gens était une pétition contre l'acétamipride, sans que personne sache exactement, enfin les gens ne savaient pas ce que c'était que l'acétamipride. Et je crois que là-dessus, on marche complètement sur la tête. Dire, ça n'est pas à nous, citoyens même éclairés, de dire si une molécule est dangereuse ou pas. C'est pas non plus au Parlement. C'est vraiment un problème d'expertise scientifique multiple, à partir de laquelle le gouvernement doit trancher. Mais ce n'est pas un débat public. Est-ce que telle ou telle molécule est dangereuse? Et les gens qui ont signé ne savaient pas. Et beaucoup d'entre eux ont de l'acétamipride dans leurs insecticides qu'ils utilisent à la maison. Donc... Deuxième thématique, si tu permets. Deuxième thématique, quel serait le profil idéal de la ou du futur ministre de l'Agriculture? Alors, le profil idéal, on est dans une période très particulière. Il y a un problème de défiance. Aujourd'hui, il y a un sondage récent qui montre que les 3/4 des agriculteurs, quelle que soit leur famille syndicale, les 3/4 des agriculteurs considèrent qu'ils ne sont pas écoutés par le ministère de l'Agriculture. 90% qui ne sont pas écoutés par le Premier ministre, qui entre parenthèses était un tout petit peu agriculteur, ou le président de la République, et 50% ne sont pas écoutés par leurs syndicats. Donc il y a vraiment un problème de défiance qui montre qu'un ministre, comme c'était le cas sur les 2 derniers, avait vraisemblablement comme ligne, comme feuille de route, pas de problème avec la FNSEA, donc on s'aligne sur ce qu'ils font, montre que ce n'est pas efficace. Je pense qu'aujourd'hui, il faut un ministre qui donne un cap. Donc, ça veut dire que c'est un ministre, je crois, dans le contexte d'aujourd'hui, qui doit bien connaître l'agriculture. On peut très bien être un très grand ministre de l'agriculture sans connaître l'agriculture. C'était le cas d'Edgar Pisani. Mais aujourd'hui, dans le contexte, je crois qu'il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse bien l'agriculture, qui sache écouter. Mais écouter les revendications, ça ne veut pas dire les prendre en compte totalement. Il doit fixer un cap, comme l'avait fait Stéphane Le Foll, le tenir. Ça me paraît le point essentiel aujourd'hui. Donc il faut quelqu'un qui ait du métier. Ou quelqu'une qui ait du métier. Ce que tu dis, c'est que le dernier vrai grand ministre de l'Agriculture, c'est Stéphane Le Foll? À mes yeux, oui. À mes yeux, c'est clair. Les suivants, et on a eu un ministre qui connaissait bien l'agriculture, puisqu'il était ingénieur agro, on avait fait la même école, mais il ne portait pas une ligne. Il naviguait comme une espèce de... Tu parles de qui? Julien Normandie? Oui, voilà, Julien Normandie, qui était très pédagogue, qui savait très bien expliquer, mais il ne restera rien de son ministère, alors c'est celui qui a eu les moyens financiers les plus importants avec les plans de relance. Mais il a été écouté du monde agricole parce qu'il sortait le carnet d'échecs facilement, non? Voilà, moi j'étais au dernier congrès, à son dernier congrès, au dernier congrès où il était présent, il était ovationné. Mais le but d'un ministre... Mais en même temps, aujourd'hui, quelles sont les mesures phares qu'il a prises? Personne n'est capable, à part peut-être sur les néonicotinoïdes, même si c'est discutable, il ne restera rien de son ministère. Et Annie Genevard, puisqu'elle est encore ministre de l'Agriculture? Alors, c'est pareil, Annie Genevard et ces ministres aujourd'hui, les ministres de l'Agriculture depuis quelques années, on les voit sans arrêt dans les salons. On se demande quand est-ce qu'ils travaillent. C'est important de serrer des mains, de dire bonjour. Mais le travail du ministère, c'est quand même un travail technique. Ils ont des techniciens. Et là, on a l'impression que, par exemple, sur la loi Duplon, à part faire des sourires un peu à tout le monde, elle n'a rien fait. Et on le voit, et pour moi, c'est une faillite du ministère de l'Agriculture, puisque le Conseil constitutionnel, en fait, en gros, a validé toute la loi Duplon, sauf l'article sur les dérogations, non pas sur le principe, mais parce que la dérogation n'était pas bordée. Et ça, c'est bien un problème de juriste. Tu veux dire qu'il y a un problème de médiocrité, quelque part? Alors, est-ce que c'est... Je ne pense pas, parce que je connais pas mal de gens au ministère de l'Agriculture qui sont des gens de talent. Mais est-ce que les spécialistes sont écoutés? Ou est-ce qu'on dit, voilà, le Parlement, là c'était le Sénat, et ben on laisse faire. En tout cas, on est allé dans le mur, et la loi, on va se payer une deuxième étape, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a donné la ligne pour refaire la loi qui passera. Troisième idée clé, garder le cap. Tu l'as dit, ça signifie quoi, garder le cap? On a trop la tête dans le guidon? On n'a plus vraiment de vision? Oui, là, je crois qu'on n'a plus de vision. On n'a plus de vision. Il y a des visions un peu dans tous les sens. Là, les 2 derniers ministres n'avaient pas de vision. Enfin, du moins, ils ne la portaient pas. La vision de l'agroécologie, qui est, à mon sens, les 2 questions principales qu'on a à régler, c'est de concilier l'économie et l'environnement. Je pense que l'agroécologie est un moyen phénoménal pour concilier les deux.
Et derrière, concilier économie et environnement, ça veut dire quels sont les moyens de production qu'on autorise. Il y a l'accès à les moyens et les facteurs. Il y a l'accès à l'eau, il y a la question des phytos, où c'est clair qu'il faut diminuer les phytos, mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc il y a toute une mobilisation à avoir, technique, scientifique, d'accompagnement, de conseils. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut régler. Et je suis vraiment désolé que le concept d'agroécologie ait été en grande partie sorti du code rural par des mesures politiciennes conduites par les Républicains. Et deuxièmement, le deuxième axe, donc le premier axe, c'est être clair sur cette question économie, environnement et moyens de production. Le deuxième point sur lequel il faut être clair, c'est pour qui on produit. Pour quel marché on produit, c'est la question de la souveraineté, c'est la question de l'exportation. Notre solde extérieur diminue régulièrement, mais contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas nos exportations qui faiblissent, c'est nos importations qui augmentent, ce qui veut dire que notre production n'est pas alignée sur notre consommation, donc il faut être clair là-dessus, et derrière, c'est quelque part des plans de filière, mais des vrais plans de filière. Mais pour faire très court, pour finir, tu veux dire qu'on n'a pas choisi le type d'agriculture qu'on veut ? Je crois qu'on n'a pas choisi les types d'agriculture, parce que c'est ça la complexité, c'est que c'est du pluriel, c'est des petites exploitations, c'est des exploitations artisanales, et c'est aussi des entreprises de firmes, enfin des firmes agricoles. Jean-Marie Serroni, merci beaucoup de Merci. ne pas pratiquer la langue de bois. Bonjour, donc je suis Philippe Grégoire, agriculteur dans le Maine-et-Loire. Philippe Grégoire, vous êtes producteur de lait ou vous étiez producteur de lait ? Alors j'étais producteur de lait jusqu'au 3 juin 2025 et j'avais décidé déjà depuis plusieurs années de basculer en viande bovine. Donc c'est ce que je suis en train de réaliser, vente de fourrage et viande bovine. Pourquoi cette bascule ? Parce que nous, on traite les vaches depuis, enfin moi personnellement depuis 1986. Physiquement les épaules et tout, et ça demande beaucoup d'heures de présence de travail. Et pour transmettre l'exploitation aux enfants, eux ils ne sont pas intéressés par la production laitière, donc on passe en viande bovine et ça me permet de continuer mon activité. Moi je ne suis pas à la retraite d'ailleurs, et donc je vais continuer en viande bovine avec l'agrivoltaïsme. Donc. Alors justement, parlons-en, quel est votre projet ? Le projet, donc moi les enfants sont déjà rentrés dans la société. Et donc, ils reprendront la suite après, quand moi, je ne travaillerai plus. Pas tout de suite, mais plus tard. Et le projet agrivoltaïsme permet la transmission des exploitations. Parce que le problème des exploitations agricoles, c'est que c'est des investissements lourds avec peu de rentabilité. Et donc, souvent, il y a un mélange entre la valeur patrimoniale et la valeur réelle économique des entreprises. Et pour transmettre les exploitations, on se retrouve avec des capitaux importants qui peuvent être en bâtiment ou en cheptel. Il y a le problème du foncier. Et donc, transmettre ça à des tiers ou à la famille, les capitaux engagés sont trop importants par rapport à l'EBE dégagé. Donc, l'agrivoltaïsme permet la transmission parce que ça apporte une autre source de revenus. Ça permet quelque part d'apporter une base qui permet de rendre plus rentable l'exploitation, donc plus facile à transmettre. Tout à fait. C'est ça. C'est exactement ça. C'est économique. Votre projet, c'est quoi alors ? Comment il va se mettre en place concrètement ? Alors le projet, il est au début. Donc c'est un projet qui va faire environ 25 hectares. Alors pas 25 hectares couverts, parce que c'est 30% d'un hectare. Et pour moi, ça ne va rien changer parce que je suis déjà en prairie. Donc je suis déjà en toute herbe. Je suis en gros en toute herbe sur l'exploitation depuis 2017. Et je suis en agriculture biologique depuis 2015. Donc comme tout est en prairie, je travaille à base de foin et d'enrubanage. Ça ne va absolument rien changer pour moi. Ça va être un troupeau allaitant au lieu d'être un troupeau laitier. J'aurais pu garder le troupeau laitier, mais ça demande beaucoup plus de travail. Et ce n'est pas le souhait des générations qui vont me remplacer. Et notamment votre fils qui est en école d'ingénieur, il faut le dire, et qui a envie de reprendre. Oui. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. C'est une très bonne nouvelle. Vous en êtes où aujourd'hui du projet alors ? Au tout début ? Alors le projet, on est au tout début. Le permis de construire, c'est dans quelques temps, mais on est au début, on va dire. Ouais. Très, très clairement. Et pour finir, par ailleurs, vous êtes aussi président d'une association qui s'appelle le SAMU, Social Agricole. Expliquez-moi. Je suis coprésident du SAMU Social Agricole National. C'est une association qui a été créée en 2000 par un juriste qui était paysan.
Il a créé le SAMU social agricole, qui est la défense des agriculteurs en difficulté, qui est un peu solidarité paysan, si on veut. Il a créé ça en 2000 et il tournait que dans le sud. Et on l'a étendu au niveau national en 2020. Et bon, on rencontre beaucoup d'agriculteurs, évidemment, en difficulté. Et alors bon, certains critiquent les projets, le mix énergétique. La position politique qui est prise actuellement par les gouvernements, c'est un mix énergétique à côté du nucléaire. Donc il y a de l'éolien, il y a du méthaniseur et il y a l'agrivoltaïsme et le photovoltaïque. Alors nous, on dit souvent, nous, on n'est pas les promoteurs de ça, mais quand on arrive dans des exploitations où il y a des difficultés, des fois, c'est un levier qui permet de passer le cap, parce que dans les années 80, les gens envoyaient les épouses travailler à l'extérieur pour amener un complément de revenus. Et là, maintenant, pour stabiliser les exploitations, parfois, il y a le produit énergie qui vient consolider. Bon, autant profiter. Voilà. Très clairement. Philippe Grégoire, merci beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Christophe Lecomte et je suis responsable du pôle conseil d'Eliance. Christophe Lecomte, il y a du nouveau dans l'analyse. Il faut que vous m'expliquiez un peu de quoi il s'agit. Alors oui, il y a beaucoup de nouveaux. On travaille à Eliance sur un dossier qu'on appelle Optimir. Donc c'est en gros l'optimisation de la goutte de lait qu'on collecte dans les élevages pour en fait aider les éleveurs dans la conduite de leurs troupeaux grâce à de nouveaux indicateurs sur le fonctionnement de leur rumen, sur des problèmes d'alimentation, sur des émissions de gaz à effet de serre. Donc on fournit un certain nombre d'informations grâce aux informations qu'on sort des analyses de lait. Voilà. Alors, ce qui est nouveau, dites-moi si je fais erreur, mais il y avait déjà des indicateurs avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable de retirer des informations beaucoup plus larges? Exactement. On est capable de retirer des informations donc de façon automatique en routine, sans collecte supplémentaire, sur des spectres beaucoup plus larges de thématiques. Et notamment sur des aspects préventifs. C'est-à-dire qu'on a des indicateurs qui permettent d'indiquer à l'éleveur attention, cette vache-là va avoir un risque de cétose, ou cette vache-là, elle a un souci d'alimentation, ou son rumen ne fonctionne pas bien, donc il faut corriger quelque chose. Et donc, ce qui est très important, c'est que c'est essentiellement des indicateurs préventifs, donc qui permettent tout de suite de corriger le tir. Voilà. Préventif et plus large, je vous l'avais dit, c'est-à-dire que même sur le plan environnemental, on peut en tirer des enseignements. Exactement. On travaille notamment, par exemple, on a des indicateurs d'émissions de méthane, donc qui permettent aussi aux éleveurs de pouvoir voir les risques ou les éventuelles dérives de mauvaise utilisation de l'alimentation et donc de production de méthane qui sont en fait, trop importantes par rapport à ce qu'elles devraient être, et donc de corriger le tir, donc notamment par rapport aux aspects environnementaux et bien-être des animaux aussi. Voilà. Alors, cette nouvelle méthode, comment concrètement les éleveurs peuvent y accéder? Par l'intermédiaire de qui? Alors, c'est très simple. Ce sont des services qu'offrent les organismes de conseil en élevage donc sur l'ensemble du territoire. Donc, il y en a dans tous les départements. Et donc, il suffit aux éleveurs qui ne sont pas encore bénéficiaires de ces services-là, de solliciter l'organisme de conseil en élevage qui intervient sur sa zone. Voilà. Et c'est nouveau, c'est déjà appliqué ou c'est dans un futur? Non, c'est pas. Enfin, on a commencé les premiers éléments. On a commencé ça en 2010, donc à toute petite échelle. Donc, vous voyez, ça fait maintenant 25 ans qu'on a déployé, qu'on a mis au point la méthode et qu'on l'élargit en fait à d'autres indicateurs qui deviennent de plus en plus pertinents aujourd'hui, notamment compte tenu du contexte autour de bien-être animal et environnementaux. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, vous enrichissez Exactement. les critères et l'approche que vous avez de l'exploitation laitière. Exactement ça. Dans son tout à ensemble. fait. Voilà. Bon. Christophe Lecomte, merci beaucoup. Bien, je vous remercie.